Alors votre programme économique et social, il marque une claire rupture avec les politiques néolibérales menées depuis 4 décennies, 2 grandes mesures qui sont censées relancer la demande. Au lendemain de l'élection, il est prévu beaucoup de choses, et encore je les résume, parce que le programme il est là, il est épais, donc voilà, je l'ai imprimé tout à l'heure. Vous n'avez pas tout. Et j'ai pas tout, puisqu'il n'y a pas tous les cahiers thématiques. Alors il est prévu d'instituer par décret le blocage des prix de produits essentiels, comme l'essence, d'augmenter le SMIC à 1 400 €. Vous prévoyez une grande refonte de la fiscalité, avec 14 tranches de l'impôt sur le revenu, donc un impôt très progressif, la réinstauration de l'ISF, l'alourdissement de la fiscalité sur les successions, mais il y a aussi la garantie d'emploi, je résume vraiment, une sorte de revenu universel à 1 063 € par mois, finalement, une sorte de garantie d'autonomie. Ouais. Garantie d'autonomie, je ne voulais pas appeler revenu universel, garantie d'autonomie, le retour de la retraite à 60 ans, la création de postes dans les hôpitaux et à l'école, avec d'autres dispositions pour la santé et l'éducation. Et Martine Orange, sur ce programme, tout ça étant posé, a une question pour vous. Oui, alors votre programme marque clairement une rupture par rapport aux politiques qu'on a connues depuis plusieurs décennies. Mais on aurait presque envie de vous dire, est-ce que c'est pas le programme d'un autre temps, d'un monde d'avant? Parce que depuis 2 ans, on assiste quand même, avec d'abord le Covid et maintenant la guerre en Ukraine, à un chamboulement de l'économie mondiale. Et avec des problématiques qui sont nouvelles ou très anciennes qu'on a oubliées. Je pense notamment à celle de l'inflation. Et or, tout le monde sait tout le monde redoute un choc énergétique dans les mois à venir, voire un choc alimentaire, notamment pour les pays du Sud, et le spectre des pénuries, des rationnements, on plane un peu dans un certain nombre de discussions d'économistes, et aucun des programmes de la campagne n'évoque ces sujets, et le vôtre non plus, d'une certaine à part peut-être la question du blocage des prix. Oui, mais au-delà. Mais au-delà, si vous voulez. Même si c'est une question importante. C'est pour ça que je commence par une question de fond. Est-ce qu'il est possible, dans un tel contexte, dans un tel environnement chamboulé, de mener une politique de la demande? Moi, j'en suis persuadée. Il y a d'ailleurs eu un article dans votre journal qui était intéressant sur ce sujet. Nous, on pense que la période passée, au contraire, elle a validé la nécessité d'une rupture avec le néolibéralisme, pour la faire courte. Le fait que, pendant la crise sanitaire, on se soit rendu compte que la relocalisation de certaines industries essentielles et stratégiques aurait été une bonne chose, que voilà, il aurait fallu investir davantage dans les services publics, parce que notamment la santé, on s'est retrouvé quand même dans une situation très compliquée. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que lorsqu'il a fallu sauver les entreprises, tout d'un coup, il était possible d'injecter des milliards pour les assister, notamment les PGE, notamment le chômage partiel, etc. Et donc pour nous, ça valide au contraire des choses qu'on dit depuis très longtemps. Et par exemple, en 2017, quand on proposait à l'époque un plan d'investissement de 100 milliards d'euros, on nous riait au nez en disant « Mais monsieur Mélenchon, c'est pas si facile que ça, et la dette, et l'argent magique, c'est impossible, le dogme austéritaire, la règle des 3%, tout ce que vous voulez ». Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était possible quand c'était nécessaire. Et qu'eux-mêmes ont explosé des cadres qui jusque-là étaient très rigides, trop rigides. Et donc, à mon sens, au contraire, ça a validé certaines des intuitions économiques qu'on avait. En tout cas, ça montre que c'est une impasse dans laquelle on se trouve, dans laquelle nous mènerait 5 ans de macronisme de plus. Et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on veut faire un plan d'investissement de 200 milliards pour l'urgence écologique est une nécessité absolue par rapport au moment historique dans lequel on se trouve, et en plus est une possibilité réelle économique. Là où c'est intéressant, c'est que vous annoncez, je crois, 250 milliards de dépenses supplémentaires par an pour financer votre programme, en disant justement, c'est possible, on l'a fait avec le quoi qu'il en coûte, on fait 240 à peu près, je crois, au moment du Covid. Donc c'est possible, on peut le faire. Puis ça se situe entre les niveaux donc c'est les dépenses supplémentaires uniquement, pour que les gens comprennent bien. Ça se situe entre le niveau de dépenses supplémentaires qu'avait instauré Sarkozy quand il est arrivé et le niveau, on arrive à 27% côté Biden aux États-Unis. Donc on voit que certes c'est des dépenses supplémentaires, mais c'est pas non plus complètement fou ou irrationnel. Mais en quoi du coup ça peut créer une nouvelle dynamique, puisqu'on a vu qu'au moment du quoi qu'il en coûte, ça a un peu réparé les rustines finalement. En tout, il y avait une économie qui oui, mais la logique et ça,
du coup, on est resté au même niveau grâce à cette injection. La logique, elle est fondamentalement différente. C'est qu'ils ont injecté de l'argent, notamment pour que les entreprises ne mettent pas la clé sous la porte, même si en réalité, les TPE, PME peuvent raconter aujourd'hui une histoire légèrement différente que les grands groupes et les multinationales notamment. La logique, elle est fondamentalement différente. On a présenté pendant notre émission de chiffrage, c'est gouverner par les besoins, c'est-à-dire partir. Il y a la question de la politique de la demande ou de la politique de l'offre, en l'occurrence la politique de la demande, mais partir de ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire de quoi on a besoin concrètement. Le plan d'investissement pour la bifurcation écologique, c'est parce qu'on ne peut pas attendre et que tout de suite, il faut le grand plan pour arriver aux 100% renouvelables et ça va demander une injection massive de fonds et rapide. Tout de suite, il faut réinvestir dans l'hôpital public. Et donc, voilà, on sait qu'on a un besoin de dépenses importantes, rapidement, sur le quinquennat. Martine. Sachant que, je précise peut-être à ce stade tout de suite, on a chiffré à 250 milliards de dépenses supplémentaires et 257 ou 67, 267, je crois, milliards de recettes supplémentaires. Donc on a fait aussi la démonstration, même si il a été un peu critiqué le fait qu'on utilise les instruments finalement des dominants, la question de la croissance ou la question du PIB pour évaluer notre propre programme alors qu'on est en rupture avec cette logique-là. Il n'empêche qu'on a fait la démonstration d'un équilibre et de la possibilité, du sérieux, de la crédibilité, du fait que ce sera possible de l'appliquer. Martine. Alors, j'en arrive toujours. Votre politique de la demande, elle ne peut que faire penser à un moment à 1981. Et 1981, ça reste aussi une défaite politique pour la gauche, en termes économiques, puisque 2 ans après, la gauche a abandonné ce programme et est arrivé à reprendre des logiques beaucoup plus de politique de l'offre, beaucoup plus austéritaire, etc., etc. Ils se sont heurtés à un mur économique et des réalités, etc. Vous avez un certain nombre de présupposés sur les financements, sur les choses. Il peut toujours arriver des chocs extérieurs, il peut toujours arriver des choses comme ça. On le voit aujourd'hui. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si vous heurtez au même mur qu'en 1983 Que faites-vous ? Il y a plusieurs outils qui vont être complémentaires. Déjà, il y a plusieurs types de blocages différents. Votre question est potentiellement vaste, mais on peut penser au blocage européen, on peut penser au blocage financier, on peut penser à des blocages au sein même du pays. Donc il y a différents leviers ensuite pour lever ces blocages. Donc il y a différents instruments qu'on peut mobiliser. D'abord, l'évidence, je crois, qui est la question de récupérer de la souveraineté économique quand même, donc avec du protectionnisme, avec des mesures de taxes kilométriques pour ce qui est des importations-exportations, avec des mesures anti-dumping, parce que maintenant on est dans l'Union européenne et que la logique sur laquelle on a réfléchi, sur laquelle on a produit des documents, peut-être que Manu en dira un mot aussi, puisque il est député européen et c'est un peu sa spécialité, mais c'est de dire, il faut renégocier des traités, parce qu'ils nous bloquent sur les mesures de libre-échange, enfin les accords de libre-échange sur lesquels on est engagé, le dogme austéritaire des 3%, tout un tas de blocages qui vont être très forts au niveau de l'Union européenne. Donc on renégocie ces textes avec les alliés qu'on pourra avoir, et on sait qu'on pourra en avoir, et sinon on appliquera notre programme quoi qu'il en coûte. Il n'empêche qu'on sait que pour obtenir, les pays frugaux, pour obtenir des rabais, ils ont trouvé des possibilités. La Suède, pour ne pas être dans l'euro, elle a pu avoir une possibilité. Les règles des 3%, on y a désobéi 171 fois déjà dans les 10 dernières années. Donc c'est une fausse idée de dire qu'il y aurait des superpuissances parce qu'aujourd'hui on est la France et que notre voix dans l'Union européenne ou à l'international elle pèse, qu'on serait empêché de tout. Ça n'est pas vrai. Ça m'amène à une autre question, c'est que vous l'assumez totalement, votre politique est à rebours des règles européennes budgétaires telles qu'elles sont établies,
Et d'un côté, vous prenez la désobéissance, si je puis dire, à l'égard de l'Europe, mais de l'autre, vous signalez dans votre programme que vous attendez quand même que la BCE, la Banque Centrale Européenne, continue à sa politique monétaire accommodante, continue à acheter de la dette publique française. Et comment vous conciliez ce qui paraît être une certaine contradiction dans les termes, puisque dire on ne veut rien de l'Europe, mais attendre tout de la Banque Centrale Européenne, qui est quand même l'institution européenne par essence, comment vous faites? Bon, d'abord, permettez-moi, puisqu'on le prend sous l'angle de la contradiction, s'il y a une contradiction aujourd'hui, c'est une contradiction entre la politique de la Banque Centrale Européenne et les traités européens. La contradiction, elle est plutôt que, alors que, en gros, la Banque Centrale Européenne n'était pas censée, on va dire, prêter de l'argent directement aux États. Elle achète d'une manière détournée, elle achète des titres de dette et elle en a accumulé beaucoup dans ses coffres. Donc s'il y a une contradiction, elle est plutôt ici. Nous, la politique actuelle de la Banque Centrale Européenne, on est plutôt d'accord avec cette politique-là que celle qui était menée il y a 15 ou 20 ans. Donc s'il y a une contradiction, à mon avis, elle est plutôt là. Maintenant, je veux juste dire, bon... par rapport à l'Union européenne, pour que les choses soient très claires, parce que je sais que c'est un sujet qui doit intéresser les gens qui nous écoutent, parce que c'est un sujet qui est souvent un sujet de débat. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On dit les choses de manière très simple, ça a été résumé par la formule de Clémence tout à l'heure. Si les Françaises et les Français ils votent pour un programme, il faut que ce programme s'applique. Ça me paraît une évidence de dire ça. Sauf que la vérité, c'est que dans notre programme, il y a un certain nombre de propositions, de sujets qui sont en contradiction avec les règles européennes actuelles. Au moins on a la franchise de le dire, ce que ne font pas les autres. Parce que les autres candidats, y compris à gauche aujourd'hui, ils défendent des mesures qui, pour un grand nombre d'entre elles, sont en contradiction avec les politiques européennes, sauf qu'ils ne le disent pas et ils ne disent pas comment ils vont essayer de lever les blocages. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On dit les choses avec franchise. Il y a un certain nombre de politiques qui sont en rupture avec ce qui se fait au niveau européen. Donc si on veut être conséquent, si on ne veut pas mentir aux gens, on doit dire comment on va lever les différents blocages qui existent. Et pour lever les différents blocages qui existent, il y a plein de moyens différents. Mais par exemple, ça c'est intéressant, comment ça se passera? C'est-à-dire vous lancez un certain nombre de mesures très vite, avec des mesures de financement dont on a parlé. Tout de suite, on a, attention, les dirigeants européens qui disent c'est pas possible, toute l'opposition en France qui vous dit ça n'est pas possible. D'abord on le fait et on discute. Exemple, on veut faire un plan d'investissement pour faire face à l'urgence climatique. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire. Bon, donc on le fait. Il y a une discussion sur oui, mais vous n'avez pas le droit de le faire, la règle des 3%. Mais d'abord on débat, on discute, on dit oui, mais regardez, on le fait parce que c'est nécessaire de le faire. Donc on va changer les règles. Est-ce que vous êtes d'accord pour changer les règles ou pas? Si on arrive à convaincre qu'il faut changer les règles, eh ben c'est très bien, on a changé les règles. Mais on peut pas seulement dire ça, parce que si on dit ça, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'accord pour changer les règles? Et ben s'il n'y a pas d'accord pour changer les règles, nous on dit on va le faire quand même. Et qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est le cirque de chaque début de quinquennat. On va voir le chancelier, la chancelière. On n'a pas réussi à changer. Pas possible. Nous on n'a pas envie de donner l'impression qu'on peut faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand même. Et on le fait quand même. Ça a été dit par Clémence à l'instant. Violer la règle des 3%. Ça a été fait 171 fois. Vous savez combien de fois ça a donné lieu à des sanctions financières? Combien de fois? 0. 171 violations de la règle des 3%, 0 sanctions financières. Sur un certain nombre d'autres sujets, pour prendre des exemples concrets pour que les gens comprennent. Si vous voulez dire on veut faire la cantine bio, locale, gratuite, ce qu'il y a dans notre programme, vous savez très bien que vous vous heurtez à une difficulté qui est la concurrence libre et non faussée. Le fait que dans les appels d'offres, on y arrive parce qu'on cherche des arguties. Mais en vérité, normalement, on n'a pas le droit de mettre des clauses de préférence locale dans les appels d'offres. Donc, on dit, on va rompre avec ça. Donc, on n'appliquera pas la règle. Donc, il y a des pour être très clair, il y a des politiques qu'on n'appliquera pas. Il y a des règles qu'on n'appliquera pas. Il y a des directives qu'on n'appliquera pas. Nous, on n'est pas d'accord avec la directive sur le travail détaché. C'est pas contre les travailleurs détachés. C'est qu'il n'est pas normal qu'on puisse venir travailler en France en appliquant un statut social qui est le statut social de son pays d'origine, parce que ça crée une concurrence déloyale pour les travailleurs ici sur le territoire, et ça amène une pression à la baisse sur les modèles sociaux avec lesquels on ne peut pas être d'accord. Donc on n'appliquera pas cette directive. Voilà. Les accords de libre-échange, c'est un autre sujet. Les accords de libre-échange, il faut l'unanimité au Conseil pour appliquer les accords de libre-échange. Ça veut dire que chaque pays a un droit de veto. On appliquera notre droit de veto. L'accord de libre-échange avec le Mercosur, non, on l'applique pas et on bloque. Pour l'application, pour la signature de nouveaux accords. On le signe pour les nouveaux accords. Sur les nouveaux accords. Les anciens, parce que ceux qui sont signés, ils sont signés. En tout cas, pour les nouveaux, on peut dire stop, on bloque. Donc, parfois, c'est de la désobéissance.
Parfois, c'est de la non-application de directives. Parfois, c'est de la négociation. Parfois, c'est du droit de veto. Parfois, c'est du rapport de force. Et quand même, il faut le dire, on a une arme énorme dans le rapport de force. C'est que la France, elle a une contribution nette au budget de l'Union européenne. Donc, vous pouvez dire, si ça ne change pas, la contribution nette, pour l'instant... on n'a pas de raison de la donner si c'est pour qu'à la fin ça nous force à mettre en place des politiques avec lesquelles notre population n'est pas d'accord, puisque notre population a voté pour une autre politique. Voilà, on utilise tous les leviers, les palettes du rapport de force pour faire en sorte, à la fin, que le programme que les Françaises et les Français ont choisi s'applique tout simplement. Et avec une règle générale qui est celle du mieux-disant social et écologique. Voilà. Et donc si la norme qui s'applique aujourd'hui... Union européenne, nationale, etc., n'est pas la bonne, et ben on l'inverse. Est-ce que vous assumez que la France pourrait se retrouver à un moment dans une situation qui non pas comparable, mais en même temps de tension, comme se trouve par exemple aujourd'hui, où s'est trouvé, puisque la guerre d'Ukraine là encore a changé un peu le rapport de force, comme la Pologne ou la Hongrie. La désobéissance n'est pas de même nature. C'est pas sur le même sujet. D'accord, c'est pas le même sujet. J'observe qu'eux ils le font. J'observe qu'il y a certains pays qui obtiennent des rabais. Enfin, je veux dire, pourquoi il y aurait que nos adversaires idéologiques qui pourraient ne pas appliquer certaines règles, ne pas appliquer certaines dispositions, et nous, on devrait être les bons élèves de la classe, et donc, non, notre programme écologique, notre programme social, non, les autres, ils veulent pas, donc on le fait pas. Non. Donc, eux, ils le font, pourquoi nous, on peut pas le faire? Martine, donc, après, bien sûr, c'est juste pour que... Il y a pas, derrière ça, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Tout ce qui permet de faire progresser les droits de tout le monde, on est d'accord avec. Mais ça ne peut pas se traduire par une régression pour notre population, c'est juste ça qu'on dit. Et aujourd'hui, malheureusement, la politique européenne, elle génère parfois des opportunités, il y a des aspects positifs. Et tout ce qui est positif, on le prend. Mais il y a aussi des aspects où c'est négatif pour nous. On fait privatiser nos services publics, casser notre droit social. Oui. Ça, on dit non, ça s'applique pas chez nous parce que c'est pas ce qu'on veut.